intuitivement, on veut prendre en compte. Les normales, c'est très intuitif, puisque tout le monde a en tête cette question de miroir, d'accord? C'est très, très intuitif, les micro-miroirs, puisque c'est vraiment une manière de se représenter la lumière qui est, je veux dire, qui est parlante pour tout le monde. Donc, on sait très bien que c'est une affaire de direction et de micro-miroir. Par contre, on sait aussi intuitivement que les micro-miroirs, ils ont une certaine… ils créent un phénomène de masquage, les micro-miroirs. C'est-à-dire que, vu qu'ils se font un petit peu d'ombre entre eux, il y a une partie de la lumière qui est bloquée depuis la caméra. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, François, ce que je voulais dire, c'est qu'on sait que bien échantillonner des directions, ça va consister à prendre en compte les normales dans l'empreinte de pixels et aussi le masquage. Puisqu'il va falloir prendre en compte le fait que, intuitivement, il faudrait essayer de prendre en compte le fait que la lumière est bloquée. Qu'une partie des miroirs qui ont une certaine taille, des micro-miroirs, une partie des miroirs reflète effectivement de la lumière, mais qu'il y a une partie de ces miroirs qui est bloquée, qui est dans le noir là. D'accord? C'est ça, prendre en compte le masquage. Je vous rappelle, c'est comme pour l'éclairage. Quand vous faites l'éclairage direct, intuitivement, vous savez que la direction des normales sur la surface est extrêmement importante. 2, intuitivement, vous savez que cette question du masquage et d'ombrage, intuitivement, elle est très importante, puisque si vous prenez en compte ce phénomène, vous vous rapprochez de la réalité pour faire l'éclairage. Mais vous savez que le vrai nerf de la guerre, c'est le multirebond. Il n'y a pas de masquage-ombrage. Le truc, c'est le multirebond. Le multirebond, la lumière, elle rebondit dans la microsurface et elle sort toujours. D'accord? Ce qu'on cherche à faire pour l'éclairage, c'est de prendre en compte le multirebond, puisque c'est le vrai phénomène. Ce qu'on cherche à prendre en compte pour l'échantillonnage de direction, c'est également le multirebond. Mais on a le même problème que pour l'éclairage direct. On ne sait pas le prendre en compte, le multirebond. Moi, dans le papier que je vous ai montré ici, là, sur ma page, le multirebond, on le prend en compte un petit peu. D'accord? En fait, le multirebond, il y a une manière approximée de le prendre en compte. Voilà, il y a des papiers en fait qui sont sortis ces dernières années qui commencent à le prendre en compte. Et en fait, nous, on arrive à intégrer ces équations dans notre modèle de matériaux. Mais sinon, la méthode du pauvre, c'est d'utiliser le masquage. Alors, on a vu pour l'éclairage que utiliser juste l'orientation des normales, c'est suicidaire, puisque aux angles rasants, ça fait des couleurs beaucoup trop claires. Utiliser le masquage et l'ombrage, on obtient un résultat qui est considérablement meilleur et qui est très très proche de la réalité. Toujours est-il que dans certaines situations, il faut prendre en compte le multirebond. Et donc, pour l'échantillonnage des rayons indirects, les mêmes problèmes se posent. L'éclairage indirect, c'est quoi? L'éclairage indirect, la lumière, elle vient d'un certain endroit. Et ça se trouve, elle vient majoritairement, elle vient non pas des sources de lumière. Vous pouvez très bien générer une scène où, en fait, la lumière ne vient pas des sources de lumière. Elle vient de rebonds dans la scène. C'est facile de générer une scène comme ça. Vous pouvez le faire. Hein. Il suffit de mettre des sources de lumière avec des trucs qui bloquent la lumière à certains endroits. Et en fait, tout l'éclairage que vous recevez est indirect. Et c'est là où c'est la catastrophe. Et ça, ce type de phénomène, vous l'avez dans les films. C'est ça le problème. Hein? Imaginez un personnage qui se cache derrière une porte, dans une salle noire. D'accord? Ce personnage, il va être éclairé un peu. Il va être éclairé par l'éclairage indirect. D'accord? Et à ce moment-là, il faut que ce personnage il soit éclairé de manière réaliste. C'est là où les problèmes se posent. Et c'est là les problèmes très épineux
ou qui justifie en fait tout ce qu'on a vu auparavant. Surtout en 2021. Ou en 2021, maintenant, on s'attend à avoir tout ça. Hein, vous pouvez regarder les films. Là, je sais pas, j'ai vu le dernier Toy Story. J'étais émerveillé. Hein. J'ai été émerveillé par les modèles de matériaux qu'ils utilisent, par les jeux de lumière toujours plus beaux et toujours plus complexes. Et encore, je ne me considère pas comme vraiment un spécialiste. Hein. J'ai fait qu'une thèse dans l'éclairage. Je ne suis pas un vrai spécialiste comme, je sais pas, les personnes à Grenoble ou à Paris. Donc, la question de Dylan, il y aurait quoi comme différence entre Monte-Carlo et le principe de la roulette russe? Je ne peux pas te dire exactement ce que tu entends par la roulette russe. J'ai peur qu'on se perde un peu là-dedans. J'ai peur qu'on se perde là-dedans. Monte-Carlo, c'est parfaitement identifié. Ce serait bien de se ramener uniquement à ça. D'accord? Monte-Carlo, c'est vous tirez des choses avec une fréquence qui est proportionnelle à la courbe de probabilité de cette chose. D'accord? Oui, mais je ne connais pas le Couriac que vous avez eu avec Karim Tamine. Donc, je ne peux pas te dire exactement. Je risque de dire des bêtises, tu vois. C'est ça le problème. Je risque de dire des bêtises. C'est probablement pareil, mais je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses avec des probabilités. En IA, il y a beaucoup de probabilités, hein, puisque en fait, vous pouvez ramener. Il y a deux façons de voir les choses en IA. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez en cours avec Karim Tamine. On va se synchroniser. On a prévu de se synchroniser, malgré tout le travail qu'on a, on a prévu de se synchroniser à la fin de l'année, si on y arrive. Mais vous avez beaucoup de choses en probabilité aujourd'hui. C'est très important, les probabilités. Puisque vous avez une formulation déterministe des réseaux de neurones et de l'IA, et vous avez une formulation probabiliste des réseaux de neurones qui est très puissante, hein, la formulation probabiliste. Quand je dis une formulation, c'est une manière de voir les choses. La formulation probabiliste en IA, elle est extrêmement importante puisque elle consiste à considérer que, par exemple, vos visages, vous et moi, vos visages font partie d'un ensemble imaginaire de visages de tous les êtres vivants qui sont nés et qui ne sont pas encore nés et qui ont une certaine fréquence, d'accord? Et en fait, vous pouvez non pas réduire vos données d'entrée à un ensemble de visages connus, mais si vous le pouvez, vous pouvez essayer de redéfinir des visages qui consisteraient, en fait, qui seraient des données d'apprentissage d'un réseau. Vous pouvez essayer non pas de donner des données d'apprentissage à un réseau sous forme de visages isolés, mais vous pouvez essayer de les donner sous forme d'une fonction de probabilité entre ces visages. Et si vous faites ça, vous êtes en mesure de générer des visages intermédiaires. Vous voyez, les papiers de recherche qui génèrent des visages entre d'autres visages, des visages composites à d'autres visages, les papiers de recherche qui génèrent des formes qui sont entre deux formes connues, hein, qu'on appelle souvent des réseaux de neurones imaginatifs ou génératifs. En fait, ce sont des réseaux de neurones qui ont ramené les données d'entrée non pas à des données isolées, mais à des données isolées au sein d'une formulation probabiliste. D'accord? C'est pour ça que c'est très important. Je peux vous donner un autre exemple si vous voulez. C'est un vaste débat. C'est un vaste débat. C'est un vaste débat. Alors, Dylan, compte tenu du fait que je ne t'ai pas vu là tout à l'heure en réunion, je préférerais qu'on discute de ça une autre fois. Hein, ce sont les réseaux de neurones. Le truc qu'il faut retenir, c'est que les probabilités, c'est important. Les probabilités, c'est important.
il y a une autre analogie que je peux vous donner, puisque, bon, tout le monde fait de l'IA ici, hein, mais il y a une autre analogie que je peux vous donner. Si vous cherchez à détecter sur une photo s'il y a une maladie, par exemple un grain de beauté, vous essayez de voir si il y a une maladie sur un grain de beauté. Soit vous donnez à un réseau de neurones des milliers d'exemples de grains de beauté avec des maladies et sans maladie. Soit, et à ce moment-là, donc vous faites ça, et à ce moment-là, vous lui donnez un nouveau grain de beauté. Et vous lui dites, alors, est-ce que ce grain de beauté, oui ou non, il est malade? C'est très téméraire de faire ça. Quand vous y pensez, c'est très téméraire de faire ça. Pourquoi c'est très téméraire? Parce que vous allez évaluer une fonction, qui est le réseau de neurones, sur des données, et vous ne connaissez pas ce que ça va faire. Vous ne savez pas ce que ça va faire. Pourquoi vous ne savez pas ce que ça va faire? Parce que votre donnée d'entrée, elle va être différente de tous les exemples appris. Est-ce que le réseau de neurones a correctement généralisé? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout s'il est correctement généralisé. En 2010, on ne savait pas. En 2021, on ne sait pas. Point. On espère au petit bonheur la chance que ça marche bien. Et il se trouve que ça marche bien. Mais aujourd'hui, on essaie d'avoir plus de contrôle là-dessus. D'accord? Et une manière d'avoir plus de contrôle là-dessus, c'est de reconstituer une fonction de probabilité à partir des données d'entrée. D'accord? Et donc, de réduire les données d'entrée à une formulation purement probabiliste. Et donc, c'est pour ça que vous entendez beaucoup parler de probabilité, en fait, en IA. Et c'est pour ça que les probabilités, c'est une compétence qui est bonne à avoir, d'une part en IA, et ensuite, pourquoi pas, vous voyez là, avec les distributions qu'on voit dans le domaine du rendu. Donc, ce sont des probabilités bonnes à prendre. Donc, encore une fois, vous voyez, l'importance des maths est tout à fait intéressante. Alors, ce n'est pas les mêmes probabilités. Dans l'IA, c'est l'algèbre de Bayes, d'accord? L'algèbre bayésienne, d'accord? Alors que les fonctions de distribution, c'est des probabilités, mais c'est la formulation, on appelle ça la formulation probabiliste. En fait, l'algèbre bayésienne, ce n'est pas exactement pareil, d'accord? C'est passionnant, hein. C'est un univers qui est tout à fait passionnant. Et alors, des algorithmes qui utilisent des probabilités, il y en a plein d'autres, hein. Alors, je peux vous montrer ma recherche. En fait, ici, là, l'algorithme qui est ici, là, lui, il utilise des probabilités, lui. L'algorithme qui est là, il utilise des probabilités aussi. En fait, dans l'algorithme qui est ici, on cherche des valeurs de fonctions. On cherche à définir une fonction telle que quand on somme un certain nombre de variables, on obtienne un chiffre positif ou négatif. Et donc, on est obligé d'utiliser des valeurs au petit bonheur la chance. Mais littéralement, on utilise des valeurs au petit bonheur la chance. Et on fait ça pendant le rendu, ce qui est suicidaire, parce que pendant le rendu, on n'a pas le droit de se tromper. Et pourquoi notre algorithme il marche? Il marche parce qu'on génère des valeurs aléatoires et en fait, on a regardé le problème en détail et en fait, la probabilité pour que des valeurs ne marchent pas est absolument infime. D'accord? Et donc, on est en mesure de prouver que ça va toujours marcher, de l'implémenter et d'apprécier les résultats. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'est pour faire de la CSG en temps réel, avec plein de formes. L'univers des probabilités, je ne peux que vous encourager à vous jeter dedans corps et âme. C'est extrêmement intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez fait l'algèbre de Bayes, les réseaux bayésiens avec Karim Tamin. Est-ce que vous avez fait ça déjà?
Alors voilà, alors ça, utiliser ça un peu, ça c'est très très fort ça. C'est très fort, ça revient en force en IA. Il y a des mathématiciens qui disent qu'il se pourrait que ce soit la formule la plus importante qui ait jamais existé, hein, la formule de Bayes. Ça va jusque-là. Hein. Et voilà, c'est un univers qui est passionnant. Vous savez qu'on l'utilise pour prédire des maladies. Hein. Vous savez ça, hein, vous savez que, par exemple, pour le Covid, voilà, je sais pas moi, X% de personnes entre 15 et 30 ans ont le Covid, Y% sont malades dans la Haute-Vienne, Z% sont des filles, A% sont des garçons, B%, je ne sais pas moi, ont une alimentation, je sais pas, végétarienne, par exemple. Quelles sont mes chances d'être malade? Quelles sont mes chances d'être malade? Algèbre de Bayes, d'accord? Donc, algèbre de Bayes qui est utilisée en IA. Et donc, voilà, voilà, ces compétences sont vraiment très intéressantes. Très, très intéressantes. Je vous propose de faire une pause. Donc, excusez-moi pour la complexité du cours aujourd'hui. C'est un cours que je faisais pas hein, et que j'ai décidé de faire pour. Je pense que c'est intéressant pour vous là sur l'éclairage en direct. Voilà, vous n'avez pas ça en projet. Vous ne serez pas interrogé là-dessus à l'examen. Mais voilà, ça peut vous éclairer sur les orientations possibles à donner à votre carrière. Donc, je vous propose de faire de faire une courte pause. Et ensuite, ça serait bien qu'on parle de votre projet et qu'on regarde ensemble comment vous programmez votre projet. C'est-à-dire quels sont les composants qui interviennent dans votre projet, quelles sont les notions à implémenter, quels sont les concepts à implémenter, des choses comme ça. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra faire un TD plus ciblé. Donc on se voit, il est 11h40, on se voit à midi, d'accord? Tout le monde prend un café et on se voit à midi. À tout à l'heure.